Bonjour à tous, donc une vidéo pour s'interroger sur un complot à Charlie Hebdo. Avant de revenir dans un dernier temps sur ma propre vidéo et notamment l'article du Canard enchaîné, je voudrais commencer par rappeler quelques éléments de réflexion révélés par Panamza et dans un deuxième temps d'autres éléments révélés par attentat de Paris.blogspot.fr. À commencer par Panamza. Donc il a révélé pas mal de petites choses, de petits indices, de petites coïncidences. Je ne vais pas toutes les reprendre, je vous invite à aller sur son site internet ou vous abonner à sa page Facebook. Celui que je voudrais reprendre qui me paraît le plus significatif, c'est le suicide du commissaire de police qui était en charge du volet incendie assez ancien de Charlie Hebdo, monsieur Elric Frelou. Donc suicide entre guillemets, parce qu'on va voir un petit peu après que le modus operandi de son suicide est assez bizarre. Donc la première chose moi qui m'a surpris avec cette révélation du suicide du commissaire Frelou, c'est que 3 semaines avant les attaques de Charlie Hebdo et l'attentat, ce commissaire était chargé de la protection d'une famille liée à Charlie Hebdo. Ça m'a paru assez bizarre en fait, le fait que c'est 3 semaines avant que cette famille a été mise sous protection policière m'interroge sur la stratégie policière. Pourquoi est-ce que on décide de protéger un élément indirect sans renforcer un élément direct, à savoir le siège de Charlie Hebdo. La deuxième chose assez bizarre que nous a appris Panamza, c'est sur le modus operandi, on va dire, de son suicide. Il se serait suicidé d'une balle dans le front. Donc c'est assez bizarre, car en général les policiers se tirent plus une balle dans le cœur que dans la tête. Qui plus est, cette balle dans la tête, elle est dans le front. La mère ou la sœur qui a vu le corps de son frère ou de son fils parle d'un pansement sur le front et non sur les tempes, parce que je pense que les mots sont importants, qu'elle a fait attention, quoi. Même en étant sous le choc, elle sait faire la différence entre sur la tempe et sur le front. Elle nous dit aussi qu'il n'y a rien derrière le crâne. Panamza n'a pas poussé un petit peu l'interrogatoire, on peut le comprendre compte tenu du deuil, mais est-ce qu'elle voulait dire qu'il n'y avait rien derrière, c'est-à-dire que la boîte crânienne à l'arrière a explosé, ou est-ce qu'il n'y avait rien derrière, c'est-à-dire qu'il y avait un pansement devant et il n'y en avait pas derrière. Donc la famille n'aura pas l'autopsie, on a dit à la famille que elle ne l'aura pas, cette autopsie. C'est assez dérangeant. Est-ce que en dessous du pansement, la balle, est-ce qu'il y a des traces de brûlure et des traces de poudre, ou est-ce que la balle a été tirée d'un peu plus loin? Donc est-ce qu'il y a eu, on pourrait savoir ça, on pourrait savoir s'il y a eu l'usage d'un silencieux, est-ce que la balle s'est fragmentée, et ainsi de suite. Donc là il n'y aura pas de rapport d'autopsie. Parce que oui, pas de silencieux, il s'est suicidé dans son commissariat, dans son propre commissariat. Il a été rappelé pour faire un point avec cette famille protégée. Il est remonté dans son bureau pour passer un appel et voir sur les réseaux sociaux, et il a été retrouvé mort. La nuit à Limoges, je pense qu'un coup de feu dans un bâtiment résonne suffisamment fort pour que les personnes présentes s'inquiètent. Donc là, ils ne se sont pas inquiétés, le corps a été retrouvé beaucoup plus tard. Donc la police a dit à la famille que son bureau était bien isolé. Ou est-ce qu'il y a eu l'usage d'un silencieux ou encore autre chose? C'est suspect, on peut se poser des questions. Je vais reprendre sur la famille liée à ce suicide. Pour l'instant c'est un suicide, en reprenant le blog attentat de Paris.blogspot.fr. Cette famille liée à Charlie Hebdo serait que le commissaire devait débriefer le soir de l'assassinat à Charlie Hebdo. Donc cette famille serait celle de Jeannette Bougrab, ancienne secrétaire d'État sous Sarkozy et compagne
On ne sait pas, en fait, il y a des débats sur le fait qu'elle soit vraiment la veuve de Charles. En tout cas, elle apparaît ici aussi, dans cette affaire Frelou, dans le suicide de ce commissaire, car c'est sa famille qui, 3 semaines avant les attentats, a été mise sous protection. Donc cette Jeannette Bougrabe est liée plus ou moins du moins sa carrière a commencé grâce à l'ambassade et l'ambassadeur US. Et donc elle a été secrétaire d'État à l'insertion, à l'intégration, je sais plus trop quoi. Et elle a financé, de même que l'ambassade US, un monsieur qui s'appelle Sidi Omar Forbes Dawson, qui est dans les milieux associatifs à Grigny, dans les banlieues, et qui fait des films. Et il a notamment mis en scène, monnayé, les images qu'avait tournées Amédi Coulibaly en prison et qui ont fait beaucoup de bruit lors de leur diffusion. Donc Madame Bougrabe est liée à M. Coulibaly d'une façon indirecte. Par rapport à ces images qu'avait tournées Coulibaly, il y a aussi une chose importante, on va dire, du moins assez suspecte, c'est M. Jean-Michel Delarue. Monsieur Jean-Michel Delarue qui actuellement est président, je crois, ou en tout cas très responsable de la Commission nationale des écoutes et interceptions de sécurité. Et donc il n'aurait pas renouvelé, à la demande de la police et des renseignements généraux, la demande d'écoute et d'interception qui concernait M. Kouachi. Donc c'est le point qui le révèle aussi. Or, ce monsieur Delarue, c'est la deuxième fois que monsieur Coulibaly tombe à pic, on va dire, car en 2009-2010, il était contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et donc l'affaire Coulibaly via Omar Forbes et la révélation en images de ce qui se passait en prison, de la vie des prisonniers, a permis de fluidifier un dossier qu'il avait sous sa responsabilité. Le point nous dit que la Commission nationale des écoutes de sécurité, des interceptions de sécurité, est en opposition avec les services de sécurité de l'État. Ils font un petit peu plus de zèle, ils protègent un petit peu plus nos libertés individuelles. Et donc là encore, ça va fluidifier certainement le dossier, quoi, parce que même si les deux étaient en bisbille, forcément cette affaire Coulibaly avec le Patriot Act qu'ils veulent imposer et autres, ça va faire avancer le dossier sur lequel il était chargé de travailler. Donc encore une fois, Coulibaly, c'est une coïncidence peut-être, hein, mais Amédi Coulibaly tombe bien pour lui, quoi. Donc maintenant je voudrais reprendre par rapport à la précédente vidéo, et donc l'article du Canard enchaîné. Qu'est-ce que nous apprend le Canard enchaîné? C'est que Amédi Coulibaly a été identifié le jour même. Donc on ne sait pas si c'est par des empreintes, une pièce d'identité ou par la vidéosurveillance. Mais il a été identifié le 8, quoi, le jour J. La police savait que c'était lui, elle a enquêté après dans son environnement. Mais le fait que la police sache que c'est lui le jour J, ça nous interroge sur le jogger. Le jogger qui a été victime de coups de feu, on lui a tiré dans le dos. Et c'était vraiment pas très loin du lieu où Amédi Coulibaly était censé vivre. On peut se poser des questions. Est-ce que, en plus de s'intéresser au contact d'Amédi Coulibaly, la police n'a pas mis son domicile sous surveillance et que une personne qui lui a rendu visite ou Coulibaly lui-même s'est senti traqué et a tiré sur un jogger qui était peut-être une personne chargée de la surveillance de son domicile. C'est une possibilité. C'est pas encore un complot, hein, c'est toujours des indices. La thèse officielle n'est pas carré kaki, quoi. Donc la deuxième chose, c'est ce qui ouvre les portes de la suspicion sur cette affaire, c'est que Amédi Coulibaly, il a été identifié, il n'était pas sous surveillance parce qu'il n'était pas chez lui, mais un de ses contacts réguliers a été identifié, a été suivi parce que c'était un vendeur d'armes, et les deux ont été vus
on va dire environ, 2 heures, on ne sait pas en fait combien de temps avant ils ont été vus, avant l'attaque de l'hypercachère. Hypercachère et Charlie Hebdo, c'est mémotechnique, c'est inversé. Juste à côté, en fait, à proximité, le téléphone portable de Amar, pas Omar, Amar, a fait sonner une antenne relais. En plus de ça, la police les aurait vus. Donc de là, plusieurs questions. Pourquoi est-ce que la police n'a pas arrêté Koulibaly alors qu'il était identifié, qu'il était recherché, qu'il était en présence de son fournisseur d'armes? Pourquoi la police ne l'a pas tapé si c'était longtemps avant, 2 heures avant? Ou c'est encore une possibilité, on ne sait pas, hein, parce que là c'est vraiment des informations qui posent la suspicion. Est-ce que Koulibaly a été vu avec son fournisseur d'armes, non pas 2 heures avant, mais 10 minutes avant? La police a décidé de l'intercepter, parce que c'est quand même un tueur de flics, quoi. Cette arrestation s'est mal passée, et c'est à ce moment-là que Koulibaly est rentré dans l'hypercachère. Au niveau de la thèse officielle, on pourrait plus parler d'un crime antisémite à proprement parler. Ça serait il serait rentré dans l'hypercachère par occasion, quoi. C'est le premier magasin qui se trouvait à côté, quoi. Ça conforterait un des témoignages qui nous parle d'un deuxième complice. Ce deuxième complice serait le Malien qui travaillait à l'hypercachère et qui a réussi à s'enfuir. Ou serait peut-être cette personne, cet Amar, qui aurait été vu. Donc dans la confusion, le témoin a cru que le Malien était le complice qui partait, mais le témoin par contre parle bien d'une personne avec Koulibaly qui tirait dans une direction. Donc voilà, ça pose des questions. Soit la police a laissé filer Koulibaly, tueur de flics, alors qu'elle l'avait sous les yeux, soit il s'est peut-être passé quelque chose d'autre, la thèse officielle est un petit peu bancale. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est que Amar était en couple avec une gendarmette. On peut se rappeler que c'est aux États-Unis, je crois que c'est le FBI qui avait infiltré et plus que sollicité des musulmans pour qu'ils commettent des actes terroristes et puis qu'ils soient arrêtés par la suite. Donc c'est plus l'occasion qui fait le larron, c'est que là on donne l'occasion à des personnes de faire quelque chose. Donc que faisait cette gendarmette? Est-ce que c'était vraiment une amourette ou un mariage? Parce qu'elle serait musulmane en plus. Est-ce que, comme le dit le canard, c'est une tentative d'infiltration de ce trafiquant d'armes, trafiquant de drogue et fournisseur officiel de terroristes qui aurait tenté d'infiltrer la gendarmerie? Ou est-ce que l'on n'a pas armé avec des fusils plombés, mais qui auraient été déplombés par les terroristes eux-mêmes, une cellule que l'on aurait voulu lever juste avant des élections qui ont lieu dans 3 mois. Donc cet attentat de Charlie Hebdo et de l'hypercachère renforce un petit peu plus mes idées que j'avais partagées avec d'autres youtubeurs sur le complométisme que vous pouvez retrouver dans les playlists que j'avais créées. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ne sont pas clairs et qui laissent la porte ouverte à toutes les idées et toutes les récupérations par des propagandes de pays ou d'organisations. Donc voilà. Bonne continuation à vous.